à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire un vlog sur mon 7e mois de grossesse qui vient de se terminer pour moi cette semaine. Donc j'entre dans le 8e mois et là on peut dire que c'est le dernier mois puisque le 9e mois finalement c'est un peu le mois où on peut accoucher à tout moment. Donc pour moi le 8e c'est vraiment le dernier et je suis contente et soulagée de finir cette grossesse. Alors du coup qu'est-ce qui s'est passé ce 7e mois pas spécialement grand chose. Alors déjà je vais commencer par le commencement. Je vais prendre mon petit calendrier et je vais remonter à la première semaine de mon 7e mois, donc à la semaine du 16 septembre. Donc le 16 septembre, du coup, pour ceux et celles qui ne se rappellent pas, qui n'ont pas vu ma vidéo 6e mois, j'ai fait la semaine juste d'avant, donc la dernière semaine de mon 6e mois, une infection urinaire qui m'avait amenée aux urgences parce que j'avais du sang dans les urines, etc. Et mon examen des urines montrait que j'avais une infection. Donc j'ai pris un antibiotique et j'avais donc sur cette semaine-là un contrôle à faire pour voir que tout était bien parti. Donc c'était bon, tout était bien parti, l'antibiotique avait bien fonctionné. Ensuite, le mardi, donc tous les mardis, à savoir que j'ai la visite de ma sage-femme à domicile, qui me suit donc une fois par semaine. Et donc on fait comme d'habitude le monito, voilà, tout se passe bien. Et à partir du 17 septembre, c'est là où les contractions que j'avais tout le long de la journée, j'ai commencé à ça a commencé à se voir sur les monitorings. Parce qu'avant j'avais des contractions, mais suivant comment est placé le capteur, suivant l'intensité des contractions, des fois on ne capte pas forcément sur le petit graphique là. Et là on les voyait, alors c'est pas des grosses contractions d'accouchement, mais on voyait qu'il y avait une variation et que du coup il y avait des contractions. Donc ça du coup on l'a vu sur le monitoring, donc à part ça tout allait bien. Et le lendemain, donc ça a été ma première séance de préparation à l'accouchement. Donc j'étais toute seule avec ma sage-femme parce que ma sage-femme en fait elle a un système où elle fait donc la première séance de préparation à l'accouchement à 28 SA, donc le premier, vraiment la première semaine du 7e mois. Ensuite on fait rien du tout et on reprend vraiment les vraies séances une fois par semaine à partir de la 32e semaine. Alors ça dépend vraiment des personnes, des sages-femmes, parce que moi je sais que la première fois que j'ai fait les séances, je crois que je devais être à 6 mois et demi. J'ai commencé à 6 mois et demi les séances et il y en avait que 3 en fait, donc qui étaient réparties, et il y avait des femmes qui étaient à 36 semaines, qui étaient en même temps que moi à la première séance, alors que moi j'étais à 26, vous voyez, donc il n'y avait pas spécialement de critères sur l'âge de la grossesse pour faire les cours. Donc du coup voilà, là j'étais seule avec elle, donc c'était cool, j'ai pu lui poser les questions que je voulais. Du coup elle a pu me montrer des étirements à faire sur le ballon, des positions pour bien dormir avec le coussin. Et du coup grâce à elle je me suis rendu compte que le coussin que j'avais était vraiment nul à chier. C'est à dire qu'en fait le coussin que j'avais acheté pour dormir la nuit, donc le coussin de maternité, ressemblait à un traversin. En fait un traversin en forme de U comme ça. Sauf que en fait il était mou parce qu'il était pas avec des microbilles mais avec de la ouate. Donc ce qui fait que quand vous mettez dessus ça fait comme un coussin classique, ça s'écrase et du coup ça sert à rien du tout. Et depuis que je dors plus avec, donc depuis un mois presque, j'ai vachement moins mal au dos et je dors vachement mieux parce que du coup ça me bloque moins dans mes positions et je dors mieux. Donc je me suis recommandé il y a 2 semaines un autre coussin d'occasion parce que très clairement... là pour les 1 mois qui me reste, ou voire 1 mois et demi, si bébé tarde un peu à sortir, je vais pas investir 40 € dans un coussin. Là je l'ai payé 10 € sur Vinted. Et de toute façon après ça sert aussi pour le bébé. Moi je sais que ma fille je la mettais beaucoup dedans. Elle aimait bien parce que du coup elle était bien relevée. Et si elle régurgite et tout, c'est plutôt pratique. Et même pour donner le biberon ou donner le sein pour les personnes qui allaitent. Apparemment les coussins de maternité c'est pas mal. Donc voilà, et par rapport au ballon, du coup j'en ai acheté un pour chez moi. Parce que quand je suis ressortie de son cours, j'étais hyper détendue. Pendant 2 jours j'ai plus eu mal aux ligaments parce que j'ai fait des étirements, des trucs comme ça, qui font que j'ai acheté un ballon. Clairement ça m'a coûté 7 €, donc c'est pas cher. Et ça se dégonfle, parce que moi j'avais peur que ça se dégonfle pas, mais en fait si ça se dégonfle, donc à la fin de votre grossesse vous avez juste à le dégonfler. Et ça prend pas plus de place qu'un livre quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine-là. Ensuite après on arrive sur la semaine du 23. Donc le mardi pareil, toujours le rendez-vous avec ma sage-femme, donc rien de spécial. Et le 25, donc le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon médecin à Clamart, à mon hôpital, pour le suivi mensuel. Alors,
Il faut savoir que tous les suivis que j'ai eu depuis que je suis suivie là-bas, donc depuis mon 4e mois de grossesse, j'ai eu 4 rendez-vous. Et sur les 4 rendez-vous, les 4 fois, elle m'a fait une échographie. Parce que quand on a des contractions comme ça très tôt, qu'on a des saignements, tout ça, les médecins ils préfèrent vérifier avec l'échographie que le placenta il est bien positionné, que la poche des os, il y a encore assez de liquide dedans, que le col il est encore bien, etc. Donc je faisais une échographie pratiquement tous les mois. Mais vraiment c'est vite fait, hein. C'est pas une échographie où je vois mon fils bouger et tout. Hein. Non, c'est une échographie où je vois juste, on entend son cœur, on passe en dessous, on regarde mon col et c'est tout. Donc voilà, du coup je faisais vite fait une échographie tous les mois. Ce mois-ci j'en ai pas eu. Donc je suis arrivée, voilà, elle me pose la question habituelle, est-ce que vous avez des mouches devant les yeux, des pertes, nanana, bon les questions qu'on vous pose à chaque fois quoi. Aussi, donc elle m'a installée sur la table et elle a regardé directement mon col avec le spéculum, donc elle m'a fait un examen gynécologique classique. Elle m'a dit voilà, il est toujours long, toujours fermé, donc c'est bon, les contractions n'ouvrent pas votre col, donc faut pas trop vous activer, mais vous pouvez quand même faire certaines choses. Donc ça du coup ça m'a soulagée, c'était cool. Et ensuite après je vais donc demander plusieurs certificats, les arrêts de travail, etc. Tout ce qui est administratif parce que je suis en train un petit peu de me batailler. Et le mois de septembre ça a été la bataille justement cette semaine-ci parce que j'attendais ces documents-là pour pouvoir envoyer des dossiers à la CAF, envoyer des dossiers à la Sécu, faire une demande de CMU, faire une demande d'allocation chômage. Bref, j'ai dû faire plein de démarches. Donc du coup j'avais besoin de ces papiers là et donc je lui ai demandé tout ça, elle m'a donné mon arrêt maladie et mes 2 semaines de congés pathologiques. En fait les congés pathologiques c'est 2 semaines avant votre arrêt, enfin votre congé maternité, vous avez le droit à 2 semaines en plus avant que vous donne votre médecin. Et en fait quel est l'intérêt? Bah l'intérêt c'est que déjà si vous travaillez encore vous pouvez vous arrêter plus tôt. Et en plus vous êtes payé à 100%. Enfin moi c'est particulier parce que je suis plus de travail donc je sais pas si je vais être payée ou pas. Donc moi mon cas est particulier, mais normalement pendant votre congé maternité vous êtes payé à 100% de votre salaire et comme votre congé maternité commence plus tôt, bah, du coup vous êtes mieux payé parce que par exemple moi là je sais que au mois de septembre j'ai peut-être dû avoir 700 € de la part de la sécurité sociale. Voilà, donc 700 € c'est pas du tout mon salaire, hein. Je gagnais pas 700 €, je gagnais 1300 € par mois, donc on m'a même pas remboursé la moitié, la moitié de ce que je gagnais, même pas. Donc du coup c'est compliqué hein, avec l'arrêt maladie, donc si j'ai pu avoir 2 semaines de plus à la fin du mois payé, bah c'est toujours ça de prix. Donc du coup elle m'a donné mon congé pathologique et bah, normalement elle me donne plein d'ordonnances et c'est là que j'en viens. Normalement j'ai donc une ordonnance pour la toxoplasmose parce que bah, je suis pas immunisée comme 80% des femmes. J'ai une ordonnance pour l'examen d'urine parce que comme j'ai fait une première fois une infection urinaire, c'est à contrôler tous les mois. Et normalement, j'ai également le fer à contrôler. Et donc, moi, je fais pas spécialement attention. Donc, le rendez-vous a été très rapide. Elle me vérifie, elle me donne mes arrêts, elle me donne mes papiers. Moi, j'ai pas fait attention qu'il me manquait des choses parce que comme j'avais 4-5 papiers que j'ai rangés, j'ai pas fait gaffe. Et puis je passe donc au laboratoire de l'hôpital parce que en fait il faut refaire la carte de groupe sanguin à chaque fois que vous accouchez dans un hôpital différent. Donc voilà, du coup j'ai été me faire prélever pour avoir une 4e carte de groupe sanguin. Et pendant la prise de sang, j'ai la dame qui me demande vous avez bien su votre ordonnance pour le CBU et tout, donc c'est l'examen d'urine. J'ai dit bah non, je n'ai pas eu l'ordonnance. Et elle me dit ah bah écoutez attendez on va aller la chercher etc. Donc du coup ils sont allés me chercher l'ordonnance et puis après bah, je pars, je fais pas attention, je rentre chez moi et puis donc je commence à prendre mes documents pour faire mes démarches administratives, donc mon certificat tout ça. Donc j'enlève tout de ma pochette et là je me rends compte que bah, j'ai pas l'ordonnance pour la toxo, j'ai pas l'ordonnance pour le fer. Je me dis c'est quoi ce délire? Donc je regarde bien, je me dis j'espère que j'ai pas paumé et tout. Et puis je me refais le rendez-vous en tête et je me dis en fait non, elle me l'a pas donné en fait. Bon, d'accord. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends la semaine prochaine de voir ma sage-femme pour lui demander est-ce qu'elle me les fasse les ordonnances? Ou est-ce que j'appelle le secrétariat pour qu'il demande au médecin de me faire l'ordonnance pour me l'envoyer par courrier? J'ai dit au final le temps d'appeler, qu'il la fasse et qu'il me l'envoie, ça va faire une semaine, autant que je demande à ma sage-femme de me la faire. Donc au final j'ai opté pour cette option-là. Ma sage-femme est venue, donc la semaine après on était le 1er octobre, c'est ça? Ouais, 1er octobre.
Donc elle m'a demandé un débrief du coup du rendez-vous, bah je lui ai expliqué que tout allait bien, que le rendez-vous était très très court et qu'elle avait oublié de me donner toutes les ordonnances. Donc elle m'a dit ah d'accord, ok, donc elle m'a préparé les ordonnances pour la semaine d'après, donc elle m'a donné moi cette semaine. Et donc on a refait monitoring, tout ça, tout allait bien, franchement nickel. Et bah la semaine qui est passée, du coup assez chargée, parce que du coup moi comme on m'a dit que, et chose à pas faire, hein, comme on m'a dit que mon col était long, fermé, tout ça, que genre les contractions que j'avais ça servait à rien, enfin que en gros même si je bougeais un peu plus bah mon col il s'ouvrait pas, bah moi je me suis dit bah écoute je vais arrêter de me limiter chez moi à pas bouger, à pas sortir parce que mon col il y a risque qu'il s'ouvre au final que je fasse quelque chose ou pas ça s'ouvre pas, donc du coup j'ai mon papa qui m'avait proposé de déjeuner avec lui donc j'étais au restaurant, il y a une amie qui m'avait proposé de manger avec elle ou d'aller faire un tour, d'aller faire les magasins, j'étais avec elle, j'ai fait les mèches de ma maman donc je suis restée toute une après-midi debout hop. Ensuite j'ai fait mes démarches administratives, donc je suis allée à la CAF, à la sécu, machin, j'ai pris ma voiture. Voilà, bon bah j'ai fait ce que j'avais à faire quoi au moins. Donc sur cette semaine-là. Ensuite le week-end du 5 et du 6 on a fait mon anniversaire, parce que moi je suis née le 6, du coup j'ai eu 22 ans. Voilà, donc on est resté tranquille, j'ai été bien gâtée, ça y a pas eu de soucis. Et j'ai trinqué en chopomis, comme tout le monde, comme les gosses. Donc ensuite le mardi 8, donc là moi c'est cette semaine là que je vous filme, là on est le vendredi 11 quand je vous filme. Donc le mardi 8 du coup j'ai ma sage-femme qui vient toujours me voir hein, comme d'habitude, qui me donne les ordonnances pour faire les examens. Et du coup bah, on fait la bandette urinaire et elle me dit oh, c'est quand même bizarre, il y a encore des leucocytes donc c'est pas autant qu'avant mais allez quand même faire votre CBU cette semaine pour voir si vous n'avez pas une infection urinaire, blablabla. Donc j'ai dit oui, de toute façon j'attendais vos ordonnances pour tout faire en même temps, le pipi, le sang, comme ça au moins j'ai vécu une fois. Donc elle me donne mes ordonnances. Le jour même j'ai fait un aller-retour aux urgences. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait un aller-retour aux urgences? Tout simplement parce que donc la journée passe, donc ma sage-femme elle vient le matin vers 11h, donc elle part vers midi. Donc je mange, je fais mon petit rangement, machin... je fais ma vie quoi, et puis vers 14h30, 15h, donc je me lève de mon canapé, et quand je me lève je sens que ça coule en bas, et je me dis c'est bizarre parce que quand on a des fuites urinaires, parce que quand on est enceinte ou quand on a déjà accouché, toutes les mamans et les futures mamans, vous pouvez vous reconnaître, ça nous arrive d'avoir des fuites urinaires en toussant, en éternuant, bref, voilà, ça nous arrive d'avoir des fuites urinaires. Et moi ça m'arrive jamais d'avoir des fuites urinaires comme ça, sans tousser, sans avoir peur de quelque chose ou quoi, sans d'avoir des faits de surprise, j'ai pas des fuites urinaires comme ça dans la journée quoi. Donc ça m'a paru bizarre, je me suis dit ah, c'est peut-être des pertes, mais bon quand même des pertes liquides comme de l'eau, un peu bizarre. Donc du coup je vais aux toilettes, bon je regarde, je vois que c'est quand même transparent comme de l'eau, je dis c'est bizarre. Je me dis bon je vais mettre un protège-slip, je vais voir si ça coule encore, etc. Je vais m'asseoir, je vais rester tranquille. Donc là je reste assise une demi-heure, une heure, et puis ça me tracasse, ça me travaille. Je me dis oh, j'espère que c'est pas du liquide quand même et tout. Je commence à psychoter, puis je me dis bon bah je vais devoir aller à l'hôpital. Ça me faisait un peu chier parce que il était 16h30, 17h, pour y aller j'allais me taper des bouchons, je savais que j'allais rentrer à 20h ou à 21h. Je me suis dit bon, je suis obligée d'y aller, en plus il pleuvait à torrent, c'était une galère pour conduire, il y avait des bouchons, de la pluie, enfin j'ai dû me concentrer de ouf pour arriver en un seul morceau à l'hôpital. Donc j'arrive à l'hôpital vers 16h je crois, ouais 16h, et donc j'arrive à l'accueil, j'explique mon petit problème, je dis que j'ai perdu du liquide, je sais pas si c'est du liquide amniotique ou pas. Et donc là, en tout cas aux urgences où moi je vais, on prend toujours votre tension, votre pouls et on vous demande de faire pipi dans un petit bocal pour vérifier les infections urinaires et on vous prend la température. Température nickel, tension nickel, pipi bah apparemment pas de problème. Et là par contre mon pouls n'allait pas du tout, j'étais en train de faire une tachycardie. Une tachycardie c'est quoi? Alors j'étais pas en train de convulser par terre, hein, c'est pas forcément ça, mais c'est juste qu'en fait le cœur bat trop vite et c'est pas juste genre tu cours 3 secondes, enfin tu cours, après un effort c'est normal ton cœur il bat plus vite, mais moi j'ai pas fait d'effort, je suis venue en voiture, j'ai marché très tranquillement, franchement, j'ai pris l'ascenseur, j'ai pas monté les escaliers,
Donc il n'y avait pas de raison apparente pour que j'ai ce problème là, et moi je me sentais pas essoufflée, je me sentais pas bizarre quoi. Donc elle m'a dit bon bah écoutez je vais voir le médecin parce que c'était une interne qui s'occupait de moi. Elle m'a dit oula c'est bizarre quand même parce que j'ai un pouls à 137 quand même, voilà. Donc du coup elle m'a dit bah écoutez on va vous allonger, voir si votre pouls redescend et on checkera pour bébé après, on va d'abord s'occuper de vous. Donc du coup on m'a installée sur un lit avec le tensiomètre, le capteur pour le pouls, etc. Je suis restée sur le lit pendant 3 quarts d'heure. Pendant 3 quarts d'heure la machine a bipé tout le temps parce que mon cœur est battait trop vite. Et au bout de à peu près une heure, au bout d'une heure mon cœur a commencé à rebattre normalement. Et ça a commencé à redescendre à un rythme un peu plus normal. Alors j'étais pas à 80 de pouls, j'étais peut-être à 120 ou quelque chose comme ça. Mais ça avait déjà redescendu un petit peu. Donc du coup on a arrêté la tension, etc. On a tout arrêté. Et après on m'a installé le monitoring pour vérifier le cœur de mon bébé. Donc la tachycardie apparemment c'est pas très grave pour le bébé, ça n'a pas d'incidence parce que lui il a toujours l'oxygène, il a toujours ce qu'il faut. C'est plus pour moi en fait hein, parce que ça fatigue le cœur et tout, donc apparemment c'est pas terrible. On m'a dit ouais vous êtes peut-être stressé, alors vous inquiétez pas ça va aller, enfin faut pas vous stresser. Il y a mon chéri qui est arrivé entre temps donc ça m'a un peu déstressé tout ça. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi un peu à me calmer. Et ensuite du coup on m'a installé le monito pendant 30 minutes, donc le cœur du bébé battait bien, j'avais des petites contractions, mais vraiment tout ce qui est de plus classique à ce terme-là. Et après, on m'installe du coup dans un autre bureau fermé pour là faire l'examen vaginal pour voir si du coup c'était du liquide amniotique qui est sorti ou pas. Donc elle regarde mon col, elle me dit toujours long fermé, mais bon des fois ça veut rien dire, vous pouvez quand même fissurer la poche des os avec un col long fermé, ça veut rien dire du tout. Donc du coup elle a pris un petit coton-tige comme pour la première fois que je l'ai fait pour ma fille, c'était positif hein, mais c'était pas au même terme. Donc elle met un spéculum, elle badigeonne le tour avec le coton, elle trempe dans une solution. Si la solution vire dans une couleur spécifique, c'est que c'est du liquide amniotique. Là la solution n'avait pas bougé du tout, donc elle m'a dit bah je pense que c'est soit des pertes abondantes que vous avez eu d'un coup, ou peut-être une fuite urinaire, machin. J'ai fait ouais bon je suis pas convaincue par l'explication, mais si le coton-tige dit que c'est pas du liquide amniotique, c'est que c'est pas du liquide amniotique, mais fuite urinaire sans le sentir quand même, bof, voilà. Donc bon je me suis dit c'est pas grave, en tout cas au moins le principal c'est que ce soit pas ça. Donc elle m'a dit bah écoutez si vous avez encore le moindre doute n'hésitez pas à revenir parce que à ce terme là ça peut être quand même dangereux, il faut vous mettre sous antibiotiques, c'est voilà, c'est comme des précautions, donc bah essayez de rester un peu tranquille chez vous, faites pas trop d'efforts, alors vous n'êtes pas obligé d'être alité mais par exemple portez pas de poids, enfin voilà quoi, vous évitez de trop vous baisser, de faire des choses accroupies, le ménage intensif laissez-le à votre mari, enfin voilà quoi. Donc voilà, je suis rentrée chez moi, donc bien sûr je me suis tapé les bouchons, j'ai mis 1h30 pour rentrer chez moi. Donc déjà j'étais stressée, j'étais machin, bon même si le stress était un peu descendu parce que je savais que ça allait bien, mais j'étais encore stressée, en plus j'étais fatiguée, maintenant il fait une nuit vachement tôt donc bah là il était 19h30 quand on est parti, il faisait vachement nuit, en plus il pleuvait, les gens roulaient comme des fous, j'avais plus de batterie sur Waze pour essayer de trouver un itinéraire bis pour gagner du temps. Bref, c'était compliqué, j'ai mis 1h30 pour rentrer chez moi, je suis rentrée chez moi, il était 21h, j'en pouvais plus. Et voilà, moi j'étais soulagée d'y avoir été parce que finalement bah, ça m'a quand même rassurée parce que c'est vrai que quand on n'y va pas et qu'il nous arrive un petit truc et qu'on psychote, c'est pas terrible quand même. Donc voilà, du coup on a été soulagés, donc j'ai pas perdu de liquide amniotique, le col est toujours long fermé, donc apparemment il n'y a pas de risque que pour que j'accouche très rapidement. Voilà. Et également un truc qui s'est passé donc le mardi 8, il faut savoir que la sage-femme à chaque fois qu'elle installe le monitoring, en tout cas sur moi et ma sage-femme, elle palpe toujours en fait mon ventre pour essayer de deviner la position du bébé. Ça fait depuis qu'elle me suit, donc depuis 1 mois et demi, qu'elle me palpe le ventre toutes les semaines et qu'elle ne sait pas définir la position de mon bébé. Mais là cette semaine, elle a vraiment un peu plus insisté et puis elle a dit bah écoutez c'est quand même bizarre parce que normalement à ce terme-là, votre bébé est censé avoir la tête en bas et en bas je sens pas le pôle dur de la tête, de l'os de la tête. Je sens 2 bosses comme si c'était des pieds, donc c'est bizarre. Et par contre en haut, au niveau donc de l'estomac, tout ça, là je sens que c'est dur. Donc
À mon avis, votre enfant, il est en siège, donc il m'a dit, vous ne vous inquiétez pas, il a encore le temps de se retourner. Mais voilà, il faut voir si à Clamart, il faudra en parler à votre médecin, parce que là, vous avez votre échographie quand? J'ai dit, bah dans 2 semaines. Il me dit, voilà, pendant l'échographie, si on voit qu'il est encore en siège, bah il existe plusieurs solutions pour essayer de le retourner, etc. Mais il faut savoir que tous les hôpitaux ne pratiquent pas les accouchements en siège, ça peut être un peu plus risqué. Bref, si c'est encore le cas, donc à votre échographie, il faudra en parler avec votre médecin pour qu'il vous propose des solutions et qu'il vous explique comment ça peut se passer, quoi. Donc du coup j'ai commencé un peu à me renseigner et je me suis rendu compte que en fait il y avait très peu de bébés qui restaient comme ça à ce terme-là. Moi je me suis rappelé que ma fille, du coup j'ai regardé mes archives pour ma fille. À 6 mois elle était déjà la tête en bas et elle y restait. Donc il n'y avait pas eu de question qui s'est posée, mais là apparemment, alors c'est pas grave dans le sens où c'est pas dangereux pour le bébé. Mais si le bébé est un peu gros, ce qui est mon cas, pareil, il faut voir avec l'estimation du poids, l'échographie, il faut voir avec plein de choses. Voilà, il faut donc surveiller la croissance du bébé pour voir s'il n'est pas trop gros, parce que normalement c'est pas dans cette position là qu'on est censé accoucher. Il y a des pratiques, il y a des praticiens qui ne font pas l'accouchement par le siège, il y a des praticiens qui font directement césarienne. Après il faut faire une radio du bassin pour voir si le bassin est assez large pour que ça passe bien. Voilà, il y a plein de choses à voir. Apparemment il est recommandé aussi de faire une quoi, qu'est-ce qu'elle m'a dit, une vrille externe par manipulation externe, je sais pas quoi. En gros, c'est sous contrôle échographique et sous contrôle monitoring. Le médecin, en fait, il appuie sur les fesses du bébé. En gros, il essaie d'appuyer dans tous les sens sur votre ventre comme un malade pour essayer de faire retourner votre enfant. Alors moi, très clairement, si mon fils, il est toujours en siège à l'échographie, et moi, c'est hors de question qu'on m'appuie sur le ventre comme un taré pour essayer de faire bouger mon enfant. Hein. Surtout que j'ai vu que les taux de réussite étaient de 25 à 30%. Donc me faire appuyer dessus et déranger mon fils, me prendre des coups pendant 1 semaine pour au final même pas qu'il change de position. Voilà, je suis pas convaincue. Donc nouvelle au prochain épisode. Je sais pas exactement comment ça va se passer tout ça. Dans tous les cas, je pense que là pour le 8e mois, je vais vous refaire une vidéo. Probablement du coup dans 3 semaines, peut-être pas aussi tard que d'habitude, parce que d'habitude je filme la vidéo vraiment les derniers jours de mon dernier mois. Peut-être que là je la ferai plus tôt parce que après l'échographie, après le rendez-vous chez le médecin, s'il y a encore ce souci de bébé en siège, je vous ferai une vidéo plus tôt pour avoir un update. Et si au final tout va bien, que le bébé s'est remis normal et tout, bah j'attendrai la fin du mois pour vous faire la vidéo comme d'habitude. Parce qu'il y aura peut-être moins de choses à vous dire. Donc voilà pour toutes ces merveilleuses nouvelles. Donc j'espère vraiment que mon fils va se retourner parce que j'ai pas du tout envie de faire une césarienne. Mais alors vraiment pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais en même temps, accoucher par le siège, c'est hors de question. Donc je compte vraiment sur mon fils pour se retourner d'ici là. J'espère que la sage-femme a raison et qu'elle me dit que ils ont encore le temps de bouger. Mais bon, c'est vrai que normalement à ce terme-là, c'est un peu limite quand même. Donc voilà, elle me dit généralement c'est à la 3e échographie et toujours en siège. Elle me dit c'est là qu'on commence à étudier les choses pour prévoir un accouchement en siège ou une césarienne programmée. Donc j'ai dit ok, bon on verra bien de toute façon. Ça sert à rien de se stresser maintenant pour dans 2 semaines, hein, voilà très clairement. Donc là c'est même pas dans 2 semaines, qu'est-ce que je vous dis, c'est dans 10 jours, voilà, on est vendredi 11 et c'est lundi 21. Donc voilà, c'est dans 1 semaine et demie quoi, un peu moins d'1 semaine, un peu plus d'1 semaine pardon. Donc voilà, on verra bien si notre fils est coopératif ou si je vais en chier pour ma grossesse jusqu'au bout. C'est littéralement ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi... Ah oui, petit conseil du mois. Si vous avez des douleurs ligamentaires, prenez du magnésium. Je vous jure que le magnésium, ça vous sauve la vie. Moi, j'ai ma sage-femme qui m'a recommandé ça. Ça fait 1 semaine que j'en prends. J'ai vachement moins mal. Et en plus, ça aide aussi pour la constipation. Donc franchement, le magnésium, vous allez en pharmacie ou même en magasin bio, vous en trouvez du magnésium marin. Prenez une petite gélule tous les jours. Franchement, c'est nickel. Et en plus, ça vous fait du bien. Donc moi, depuis que je reprends ma vitamine... Je dors moins, je suis moins fatiguée, je suis moins cernée, je me sens un peu mieux dans mon corps, j'ai un peu moins mal partout. Donc voilà, n'hésitez pas à demander des vitamines compatibles avec la grossesse qui peuvent vous aider
à vaincre le coup de mou qu'on a vraiment à la fin de la grossesse. Donc voilà pour le petit conseil du jour, magnésium pour les douleurs ligamentaires et un ballon, c'est juste la vie, franchement c'est le combo qui fait que on supporte un peu mieux, hein. Je vais pas vous dire qu'on a pas mal du tout, mais on supporte mieux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!